accrue pour la qualité des eaux et une gestion cohérente des richesses naturelles et des usages. Promouvoir et accompagner les filières professionnelles, notamment de la pêche et de la conchyliculture, pour préserver les emplois et valoriser les savoir-faire dans une démarche respectueuse des équilibres naturels. Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques pour l'adaptation des comportements et des améliorations et l'innovation technologique. Contribuer à la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers marins afin de conserver au territoire son identité maritime et le faire prendre en compte dans les projets de développement. Responsabiliser l'ensemble de la population en la sensibilisant aux impacts des usages sur les équilibres marins du bassin et aux bénéfices qui résultent de ces équilibres dans sa qualité de vie. Le conseil de gestion comprend 56 membres représentant toutes les parties prenantes de cet espace. Ainsi, il est nécessaire de procéder à la désignation du représentant d'ARES au conseil de gestion du parc naturel. Il est proposé au conseil municipal de désigner moi-même titulaire et Loïc Pasquet suppléant. Donc effectivement, je vous disais, mes chers collègues, que nous avions 56 membres qui se répartis en 3 collèges. Le collège des collectivités, donc des élus, le collège des usagers professionnels, on va dire, tout ce qui est ostréiculture, conchyliculture, pêche, mais également tout ce qui est filière nautique, et enfin tous les usagers, les associations de protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, il est lieu de désigner les élus qui vont siéger au sein de ce parc naturel marin pour la commune d'Arès. Donc je reprends. Donc moi-même en tant que titulaire et Loïc Pasquet en tant que suppléant. Y a-t-il des observations? Donc nous allons mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je remercie mes chers collègues. L'ordre du jour au numéro 2, désignation des délégués au SIABVLEG. Donc, je laisse Renaud Chambol le plaisir de prononcer l'abréviation. Oui, si vous me permettez, je vais m'épargner ça. Et on va réduire à syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant. Ce sera plus clair pour la lisibilité du texte. Donc, la désignation des délégués au syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin versant des étangs du littoral girondin, ce sera la seule fois où je le ferai complet, a été créé en 1964 suite aux graves inondations de l'hiver 1960-1961. Il avait pour objet initial d'améliorer la gestion hydraulique sur le bassin versant par une organisation et une mutualisation des moyens entre les communes concernées. Le syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin versant regroupe actuellement 13 communes: Ourtin, Saint-Laurent, Carcan, Brac, Sainte-Hélène, Salonne, Somos, Lacano, Le Porge, Arès, Lanton, Lège-Cap-Ferret et Le Temple. L'objet du syndicat consiste à mener à bien les études et travaux nécessaires et prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la gestion qualitative et quantitative des eaux superficielles et des nappes et milieux naturels associés, ainsi que la conservation et la valorisation de ce patrimoine collectif. La commune d'Arès est membre du syndicat intercommunal des eaux du bassin versant pour la compétence GEMAPI exercée par ce syndicat sur le bassin versant du canal des étangs et la craste limitrophe avec les communes de Lanton, Le Porge et Lège. La commune d'Arès doit être représentée au sein du syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin du versant par 2 délégués titulaires et un délégué suppléant. Un des délégués titulaires doit être également conseiller communautaire Cauban. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner M. Xavier Daney, titulaire, M. Renaud Chambol, titulaire, et M. Myron Martin, suppléant. Donc oui, effectivement, mes chers collègues, c'est un syndicat qui est très important pour nous, puisque effectivement, nous sommes au réceptacle de toutes ces eaux qui arrivent de très loin, puisque d'Ourtin, Saint-Laurent. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Juste à titre d'information pour le GEMAPI, pour donner effectivement la définition du GEMAPI, donc c'est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc mes chers collègues, y a-t-il des interventions? Donc, nous allons le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc voté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, participation de la commune d'Arès aux frais de transport des élèves d'Arès vers le collège d'Andernos. Donc je passe la parole à Pascal Larmina.
La communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord, Coban, est compétente en matière de transport depuis le 1er janvier 2018. Elle exerce cette compétence de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2019, suite au transfert de compétences de la région Nouvelle-Aquitaine. La commune d'Arès est rattachée par la scolarisation des enfants de la commune au collège André Lahaye, situé à Andernos. La Coban a confié à la société Citram la réalisation de ce transport scolaire qui est mis à la disposition des élèves entre notre commune et le collège d'Andernos et pour lequel la commune d'Arès prend en charge la part familiale. Afin de permettre à la commune d'Arès de prendre en charge la part familiale des collégiens scolarisés au collège André Lahaye d'Andernos, le conseil municipal doit prendre une délibération. Il est proposé au conseil municipal de, dans un premier temps, décider de prendre en charge la part familiale des frais de transport scolaire des collégiens domiciliés à Arès et scolarisés au collège André Lahaye d'Andernos, et de verser à la Coban cette participation sur présentation d'un avis des sommes à payer. Oui, effectivement, donc nous sommes l'une des deux communes de la Coban, qui prenons en charge la totalité des frais. Donc il y a Arès et l'Èche-Cap-Ferré qui traditionnellement le font. Donc je vais vous demander effectivement, mes chers collègues, de continuer, ce qui revient à peu près à 136 € par an par enfant. Les interventions. Si vous voulez bien, j'ai une question. Il y a des enfants qui vont au collège de Lège qui ne bénéficient pas de cet aménagement. Est-ce que vous, étant président, je crois, des transports à la Coban, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Parce que ceux qui vont à La Haye bénéficient du service, et ceux qui vont à Lège, alors il n'y en a pas énormément, mais c'est surtout, c'est hors carte scolaire, mais ce sont tous les enfants, les personnes qui habitent plutôt vers le T de Lège, enfin de ce côté, ou des enfants qui font, vous savez, la classe de foot aménagée avec le club de foot de Lège. Et donc, à savoir si c'est possible ou pas à réaliser. Donc, si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, nous sommes l'une des deux communes de la Coban sur les 8 communes à payer ce quotient familial, et nous le faisons dans les règles qui est en fonction du collège, effectivement, de la carte scolaire, et donc on le fait en fonction du collège de André Lahaye, puisque c'est le seul qui fait partie de la carte scolaire. Donc, voilà. On a déjà fait un gros effort et on respecte les règles de la carte scolaire. On va le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc je vous remercie, mes chers collègues, de votre confiance. Qui vote contre, pardon, excusez-moi. On avait tous compris. Hein. On le refait, allez, on le refait. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues, vous êtes à l'unanimité. L'ordre du jour numéro 4 appelle une décision du budget communal, donc la décision modificative numéro 2-2020, c'est en fait la reprise du résultat de clôture 2019 du budget de l'eau potable et transfert à la Coban. Rapporteur Jacques Bayeux. Merci, monsieur le maire. Donc l'article 66 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, attribue à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. La communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord, Coban, est donc devenue compétente pour la gestion des services de l'eau et de l'assainissement de la commune d'Arès. Par délibération numéro 11-12-2019, du 13 juillet 2019, la dissolution du budget annexe de l'eau potable au 31 décembre 2019 a été approuvée, ainsi que le transfert des actifs et passifs au budget principal de la commune au 1er janvier 2020. Le transfert des résultats ayant été constaté par délibération numéro 04-01-2020 du 19 février 2020, ils doivent être réintégrés dans le budget principal de la commune afin d'être transférés au budget de la Coban. Le compte administratif et le compte de gestion 2019 du budget annexe de l'eau potable qui viennent d'être approuvés laissent apparaître les résultats d'exécution suivants. Section d'exploitation R002, plus 47 618,57 €. Section d'investissement R001, plus 59 721,20 €. Ces écritures équilibrées en dépenses et en recettes impactent les prévisions budgétaires de la commune et font l'objet d'une décision modificative particulière. La décision modificative numéro 2 s'équilibre donc de la façon suivante. Donc vous avez les dépenses et les recettes sur le... Je ne sais pas si vous avez le tableau sous les yeux. Donc excédent de fonctionnement 47 618,57 qui sont balancés par autres charges exceptionnelles en dépenses du même montant.
Et en section d'investissement, excédent d'investissement de 59 721,20 balancé par un excédent capitalisé de la même somme. Voilà. Oui, donc effectivement, mes chers collègues, un pur jeu d'écriture étant donné le transfert de compétences qui est passé de la commune à la COBAN. Des observations? Donc nous allons le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Voté à l'unanimité. Je vous remercie, mes chers collègues. Ordre du jour suivant, numéro 5, l'adhésion à la convention de la prestation de services pour l'accompagnement et l'efficacité énergétique du patrimoine proposée par le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, le SDEG. Rapporteur Charles Berry. Vu l'article L5212-16 du Code général des collectivités territoriales relatif au syndicat à la carte, vu les statuts du syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, le SDEG, modifié par arrêté préfectoral en date du 22 août 2006, vu le Code de l'énergie, vu la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 représentant un caractère d'intérêt général sur la protection de l'environnement par l'obligation pour les collectivités d'avoir une meilleure connaissance de leurs performances énergétiques et d'entreprendre des travaux d'amélioration. Considérant l'enjeu que représente aujourd'hui l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, le SDEG souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en œuvre d'une politique de bonne gestion énergétique. Pour ce faire, le SDEG a conclu, après procédure de mise en concurrence réglementaire, un ensemble de marchés de prestations de services avec des sociétés apportant les réponses nécessaires à améliorer efficacement la gestion du patrimoine au sens du développement durable. Ainsi, les outils mis à disposition de la commune au travers de cette convention pourront porter notamment sur les audits énergétiques, bâtiments et éclairage public, les études de faisabilité, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le suivi énergétique et patrimonial. L'adhésion à la convention est gratuite pour la commune et lui permet immédiatement de valoriser financièrement certains de ses travaux d'économie d'énergie grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie, CE2E. Au moment de la survenance du besoin, la commune sollicitera la ou les prestations auprès du SDEG qui chiffrera le coût de la ou des missions au vu des conditions financières annexées à la convention et cadrées par les divers marchés conclus. Si le SDEG bénéficie d'un programme d'aide, ADEME, région, CE, etc., pour la ou les prestations commandées, la commune en sera informée et une minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, justifiant l'intérêt d'adhérer aux prestations de services pour l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine proposées par le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, le SDEG, selon les modalités décrites dans la convention de ces annexes, telles qu'approuvées par délibération du comité syndical du SDEG en date du 16 décembre 2011, du 14 décembre 2012 et du 27 juin 2013, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adhérer à la convention de prestation de services pour l'accompagnement de l'efficacité énergétique du patrimoine proposée par le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, le SDEG. Et en suivant, vous avez tous pris connaissance de la convention de prestation de services. Oui, mes chers collègues. Donc effectivement, juste pour faire un complément, on peut revenir sur la convention si vous le souhaitez. Un complément, donc on avait déjà adhéré précédemment au SDEG. Juste, on a aujourd'hui demandé 2 missions au SDEG. Une mission d'audit sur les installations thermiques, donc l'entretien des installations de chauffage sur les bâtiments communaux. Donc pour ce faire, on va bénéficier d'un groupement de commandes, de mutualisation ou d'un coût réduit. Et deuxième audit, qui sera un audit énergétique, purement énergétique, pour l'ensemble des bâtiments du domaine des Lugets, sont les 2 missions qui ont été jusqu'à aujourd'hui confiées au SDEG. Y a-t-il des interventions? Oui, vous aviez, c'est noté, donc les coûts de prestation sont fixés en annexe 2. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les coûts financiers pour la commune? Voilà, je vais vous donner sur les 2 audits qui ont été lancés. Je vais vous donner, parce qu'effectivement, c'est en fonction de l'audit, en fonction du nombre de bâtiments, en fonction du nombre de chaudières dans chaque bâtiment, c'est quand même quelque chose de relativement précis. Donc pour l'audit d'installation thermique, on est à 1 570,14 €.
Et pour l'audit énergétique sur l'ensemble des domaines des LUG, on est à 2 997,54 €, puisque malheureusement, on a des bâtiments qui sont séparés et on a 2 chaudières, donc c'est au nombre de chaudières, au nombre de mètres carrés de chaque bâtiment. D'accord. Il y a une démarche qui a été entreprise par le Cibarval, justement au niveau des bâtiments pour tout ce qui était donc économie d'énergie. Et je voulais savoir si vous aviez si vous étiez rapproché du Cibarval un petit peu pour savoir un petit peu s'ils avaient eux des choses à proposer aux communes ou si c'était toujours en cours ou... Non, alors pour l'instant, le Cibarval, effectivement, il va mener une nouvelle politique. On va attendre que la nouvelle présidente vienne d'être élue, donc on ne s'est pas encore réunis, donc on va attendre la première réunion du Cibarval pour essayer de voir. Alors le Cibarval, c'est vrai, a une compétence en la matière, c'est peut-être pas la première de ses compétences, et c'est peut-être dommage même qu'il ait cette compétence, puisqu'il a un gros travail, qui est le travail du SCOT à mener, et qui peut être le plus primordial pour notre collectivité, étant donné qu'il y a d'autres syndicats qui s'occupent plus spécifiquement, et donc c'est le métier. Et donc, si le Cibarval venait à prendre une décision dans ce sens, est-ce que vous adhéreriez au Cibarval ou est-ce que vous resteriez avec donc le... Alors, l'avantage du SDEC au Cibarval, et si on peut faire une comparaison, c'est que le SDEC est une mutualisation et il permet de faire un groupement d'achats, ce qui n'est pas le Cibarval. Le Cibarval, c'est simplement 2 techniciens qui vont mener des études. Donc là, on a les études, plus après le suivi et le montage des dossiers, comme ça a été cité, avec l'ensemble des collectivités, de l'ADEME et autres, qui seront source de rapports pour la commune. D'autres observations? On va le mettre au vote. Donc, qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. Cinq abstentions, effectivement, vous avez une voix, excusez-moi. Donc, l'ordre du jour numéro 6, c'est les taxes d'habitation, taxes séjour, modification suite à la loi de finances 2020 et taux applicable pour 2021. Rapporteur Jacques Bayeux. Merci, monsieur le maire. Par délibération, en date du 20 octobre 2015, le conseil municipal avait fixé les valeurs de la taxe de séjour à appliquer à compter du 1er janvier 2016 et modifié la période de perception. Par délibération, en date du 1er février 2017, le conseil municipal avait ajusté les limites tarifaires, tarifs planchers, tarifs plafonds, de la taxe applicable sur notre commune, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2333-30 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule qu'à compter de la 2e année d'application de la taxe, les limites tarifaires sont revalorisées chaque année, comme le taux prévisionnel associé au projet de la loi de finances de l'année d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac pour la même année. Par délibération, en date du 5 juin 2018, le conseil municipal avait fixé le taux adopté pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, conformément à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017, applicable à compter du 1er janvier 2019. Le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac en France est de 1,5%, plus 1,5% pour 2020, source INSEE. Pour la taxe de séjour 2021, et compte tenu de ce taux, les limites tarifaires du barème n'ont d'effet que sur la tarification des palaces. Compte tenu de ce qui précède, donc on n'a pas trop de palaces dans la commune, compte tenu de ce qui précède les tarifs planchers et plafonds de chaque type d'hébergement, ainsi que les pourcentages à appliquer aux hébergements non classés, sont indiqués dans le tableau annexé à cette délibération. Certaines modifications de la taxe de séjour ont été apportées par la loi de finances 2020. Il appartient donc au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2020 pour application au 1er janvier 2021. Alors, les nouveautés issues de la loi de finances pour 2020 sont les suivantes. La loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu des ajustements en matière de taxes de séjour qui visent à clarifier et sécuriser la collecte, la perception et le contrôle de la taxe pour tous les acteurs. Le reversement de la taxe de séjour collectée par les plateformes. La loi de finances pour 2020 a modifié la périodicité de reversement de la taxe de séjour collectée par toutes les plateformes. Dorénavant, elles devront procéder à 2 versements de la taxe de séjour, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Cette évolution s'applique aux versements dus à partir du 1er janvier 2020 et, le cas échéant, aux reliquats de la taxe collectée qui n'auraient pas été reversés avant le 31 décembre 2019.
La loi précise également que le versement du mois de juin inclut les sommes collectées au titre de l'année antérieure qui n'auraient pas été encore reversées. Le même raisonnement est applicable au versement qui intervient avant le 31 décembre. Celui-ci doit contenir les éventuelles sommes collectées avant le 30 juin et qui n'ont pas été reversées à cette date par les plateformes. Personnes assujetties et personnes exonérées. Toute personne physique, particulier au groupe, est redevable du paiement de la taxe de séjour lorsqu'elle séjourne dans un établissement, dans un hébergement touristique. À titre onéreux, de manière occasionnelle ou temporaire, 90 jours maximum pour un même locataire. Pour un séjour deuxième cas, pour un séjour caractérisé, loisirs ou affaires, sont exonérés du paiement de la taxe de séjour les personnes mineures de moins de 18 ans, les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier sur le territoire de la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. Adaptation de l'assiette de la taxe de séjour à la suppression de la taxe d'habitation. Jusqu'alors, la taxe de séjour était établie sur les personnes qui n'étaient pas domiciliées dans la commune et qui n'y possédaient pas de résidence, à raison de laquelle elles étaient redevables de la taxe d'habitation. Période de perception de la taxe de séjour. Afin de pérenniser et d'améliorer le développement touristique sur la commune et de ne pas faire reposer ce financement sur les seules contributions fiscales de la population permanente, il est proposé au conseil municipal de modifier la période de perception de la taxe de séjour, actuellement fixée du 1er avril au 31 octobre, en la portant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires devront verser le montant collecté trimestriellement, soit 4 versements par an, en produisant à chaque fois un état déclaratif suivant un modèle fourni par le régisseur des recettes de la taxe de séjour. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les modifications apportées ainsi que sur le tableau annexé. Alors, le tableau, vous l'avez probablement regardé, je ne vais pas le lire intégralement. Le tarif plancher va, pour les palaces, de 0,70 à 0,20 pour les terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2, en 1 et 2 étoiles. Et il y a un tarif plafond qui va de 80 à 0,20. Le tarif appliqué, donc, puisque c'est le maximum, est de 4,20 € à 0,20 selon les différentes catégories, qui sont les palaces, hôtels de tourisme 5 étoiles, hôtels de tourisme 4 étoiles, hôtels de tourisme 3 étoiles avec les résidences 3 étoiles, etc. 2 étoiles, 1 étoile, terrain de camping et terrain de caravanage, classés en 3, 4 et 5 étoiles. Et tout, enfin, voilà. Ensuite, il y a une taxe additionnelle du conseil départemental qui va de 42 centimes à 2 centimes selon les catégories, ce qui fait que le taxe de séjour total à appliquer est de 4,62 € pour les palaces, de 3,30 € pour les 5 étoiles, de 1,10 € pour les 4 étoiles. Quand je dis 4 étoiles, c'est aussi bien les hôtels que les résidences de tourisme ou les meublés. 88 centimes pour les 3 étoiles, 55 centimes pour les 2 étoiles, 33 centimes pour une étoile, 33 centimes pour les terrains de camping et les terrains de caravanage, et enfin 22 centimes pour la dernière catégorie, terrains de camping et terrains de caravanage, classés en catégorie 1 et 2 étoiles. Alors, ceci tient compte donc du taux de croissance de l'indice des prix de 1,5%. Pour les hébergements, alors tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air, pardon. Donc là, par contre, alors attendez, il y a un taux minimum de 1% et un taux maximum appliqué de 5,5%. Je passe là-dessus parce qu'effectivement c'est technique. Ce taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxe. Le calcul, bon, il est écrit. Voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la taxe de séjour pour l'année 2020 et surtout pour l'année 2021. Mes chers collègues, là vous avez une information plus que complète, exhaustive. Donc effectivement, ce que vous avez compris, c'est que la taxe de séjour, le barème n'a pas changé. C'est simplement, on a élargi la saison, de passer de 7 mois à 12 mois pour couvrir l'année. Alors, moi, j'ai juste une petite remarque. Le taux de croissance de l'INSEE est donné à 1,5. Aujourd'hui, compte tenu du Covid, c'est, je pense, une projection, puisque à fin mai, on est à 0,2, malheureusement. Et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas gardé la période du 1er avril au 31 octobre, dans la mesure où les gens qui viennent en vacances à Arès
dans les périodes, on va dire, creuses, sont souvent des gens qui ont des revenus plutôt moyens, voire voilà. Et donc, pourquoi ne pas avoir pris l'option d'augmenter la taxe de séjour, mais de garder la période du 1er avril au 31 octobre? On a effectivement, on peut tout calculer effectivement. De toute façon, les gens qui viennent en juillet, qui viennent en août, sont aussi, c'est la même population, et on peut avoir la même population que celle qui vient tout au long de l'année. Donc, il est plus équitable que chacun paye la part qui va utiliser aussi, puisque la taxe d'habitation, c'est parce que c'est aussi une augmentation des ordures ménagères et autres. Donc, chacun paye à la hauteur de ce qu'il consomme normalement. Ça aurait peut-être pu un peu aider les professionnels du tourisme qui souffrent de pas mal. Bon, ils ont pu travailler un peu cet été, mais c'est vrai que depuis le début d'année et sur la fin d'année... 33 centimes par jour, je pense que ça ne va pas impacter ni les familles, ni les professionnels. C'est pas là-dessus. Non, je pense que c'est pour aider justement les professionnels à attirer un peu de monde, on va dire, un peu hors période. C'est vrai que bon, les gens ne viennent pas forcément en vacances au mois de décembre ou autre, mais il y a des gens qui, peut-être parce que financièrement, ils n'ont pas trop de moyens, viennent plutôt hors saison pour bénéficier de tarifs avantageux, quoi. Tout à fait. Mais alors, on peut en discuter à vitam aeternam, mais on peut effectivement avoir une position pour avoir une position, parler pour parler. Excusez-moi, mais 33 centimes sur un séjour, sur une journée, ça impacte personne. Ce n'est pas une personne qui va payer 33 centimes qui ne va pas venir en reste parce qu'il va payer 33 centimes. Non, mais c'est pas parler pour parler, c'est juste que c'était notre remarque. Tout à fait. C'est pas pour alimenter le... Voilà, c'est très bien. Voilà. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. Ordre du jour numéro 7, création d'un jour de marché communal supplémentaire. Rapporteur Renaud Chambol. Merci, monsieur le maire. La commune d'Arès dispose d'un jour de marché de plein vent hebdomadaire programmé le mardi matin. La municipalité souhaite aujourd'hui développer ce mode d'approvisionnement en créant un jour de marché supplémentaire afin qu'un maximum d'Arésiens, et notamment les Arésiens actifs, puissent en bénéficier. Les organisations professionnelles ont été consultées par courrier en date du 26 juin 2020. La Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que la Chambre d'agriculture se sont prononcées favorablement à ce projet. La Chambre de commerce et d'industrie et le syndicat interprofessionnel des commerçants non sédentaires n'ont pas communiqué leur avis dans le délai d'un mois. La décision de créer ou supprimer un marché hebdomadaire d'approvisionnement ne constitue pas une mesure de police appartenant au maire, mais relève de la compétence du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un nouveau jour de marché hebdomadaire de plein vent le dimanche matin, d'adopter le règlement intérieur si annexé, de décider que le droit de place obéisse à un mode de calcul unique au mètre linéaire de surface de vente, de fixer le prix du mètre linéaire de surface de vente à 0,70 € du 1er juillet au 31 août et à 0,5 € du 1er septembre au 30 juin. De charger monsieur le maire de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place de ce nouveau jour de marché communal. Vous avez en annexe le projet de règlement intérieur. C'est bon, je te remercie. Donc, mes chers collègues, effectivement, comme vous avez compris, on veut créer un marché le dimanche matin. Le règlement intérieur, qui est le règlement joint que vous avez aujourd'hui, sera un règlement qui va être renégocié avec les ensembles des forains, puisqu'il y avait normalement, traditionnellement et légalement, il y a une commission qui se réunit au moins une fois par an. Ça fait des années que ce n'est plus mis en place, donc nous avons rencontré le syndicat des forains et nous allons établir un marché. Ça, c'est le règlement intérieur pour débuter le marché, et nous allons rétablir avec eux un règlement intérieur plus détaillé. Ça, c'est le règlement intérieur qui existait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons simplement rajouté la période du dimanche matin, et plus peut-être aussi le ramassage des déchets. Juste une petite précision pour le ramassage des déchets. Ça fait un mois que nous avons lancé l'opération. Nous avons fait passer un courrier à l'ensemble des forains pour leur demander de ramasser les déchets. Nous étions à 7 bennes, nous sommes réduits à 2 bennes. Donc un gros effort a été fait par les forains. Nous les avons remerciés, nous les avons invités à poursuivre l'effort. D'ailleurs, le représentant syndical qui était présent nous a même dit qu'on était peut-être un peu trop gentil, et donc on ira avec lui jusqu'à 0 déchet.
atteindre le zéro déchet, on n'y arrivera peut-être pas, mais au moins l'objectif du zéro déchet est là et nous pensons réduire au moins à une benne, ce qui sera un gros effort. La difficulté qu'on avait, c'est que les forains ont des zéro déchets sur pratiquement l'ensemble des marchés. Nous ne l'avions pas sur Arès, donc ils faisaient un marché avant, ils venaient déposer malheureusement leurs déchets sur notre commune. Donc on a essayé de réduire le nombre de bennes. Et sur le nombre de bennes, il faut aussi préciser que plus on va mettre de bennes à ciel ouvert, plus on aura de dépôts sauvages qui seront là. Et on peut le constater même devant notre salle Brémontier. Donc là, on va essayer aussi d'avoir une action en la matière. Des observations peut-être. J'aimerais avoir une intervention donc, par rapport au jour de marché. Donc, je voulais savoir si vous aviez fait une concertation auprès des commerçants de la place de l'Église, notamment des métiers de bouche qui sont les plus impactés par les marchés. Donc, est-ce que vous avez fait cette concertation? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, une lettre est partie afin de consulter l'ensemble, puisque c'est une réglementation aussi, c'est la réglementation, mais aussi c'est un devoir, hormis la réglementation, un devoir de consulter d'abord nos commerçants pour voir s'ils veulent participer à ce marché, pour pouvoir d'abord le faire vivre avec des gens qui connaissent, que les Arrésiens et les Arrésiennes connaissent, et après, effectivement, élargir en ciblant certains domaines. Donc, il y a aujourd'hui quelques réponses qui sont revenues de commerçants de la commune, effectivement. Et donc, ce marché sera annuel? Il sera annuel, tout à fait. Comme le mardi, on aura 2 marchés, un le mardi, un le dimanche. Pourquoi le dimanche? C'est qu'effectivement, sur notre territoire, il y en avait le samedi, il n'y en avait pas le dimanche. Le dimanche le plus près était Lanton, donc effectivement, le dimanche était Et les commerçants, les forains qui étaient là, le syndicat nous a dit qu'effectivement, le dimanche était préférable pour eux aussi, parce que c'est là où ils fonctionnent le mieux, et qui permettra aux Arrésiens qui travaillent le mardi, qui ne peuvent pas bénéficier du marché, d'avoir au moins un jour pour pouvoir bénéficier de... Parce que la question qui va quand même se poser, c'est que l'été, la fréquentation du marché va être, je pense, énorme. On va avoir un problème de sécurité. Déjà, la place de l'église, enfin, tous les accès sont bouchés, complètement bouchés. Qu'est-ce que vous allez prévoir justement pour qu'il y ait une fluidité? Parce que là, je pense que on va être bloqué. On a la fluidité le mardi, on a la même le dimanche. On a un problème de circulation sur cette place de l'église qui est un problème autre, effectivement. Mais ce n'est pas parce qu'on a un problème de circulation sur la place de l'église qu'on va s'interdire de faire marcher. Je ne dis pas s'interdire, mais je pense qu'on va avoir... Non, mais c'est une vue globale là, de circulation sur l'ensemble du territoire qu'il faut repenser. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous aurions aimé, nous, membres d'opposition, mais participer à la commission où vous avez parlé de ça, pour pouvoir apporter notre avis, voilà, on regrette un peu de ne pas avoir pu participer à une commission, au moins pour partager nos avis avec vous. Et je vous entends, M. Graveau, et je suis content d'entendre pour la première fois des paroles qui ne sont point forcément hostiles, mais qui veulent travailler. Et ce que j'avais dit, qu'effectivement, je prendrai toutes les personnes qui veulent travailler et je les associerai totalement. Il faut aussi en faire preuve de cordialité, de ne pas employer des mots qui dépassent les paroles et qui dépassent peut-être les pensées, du moins je l'espère. Et donc à ce moment-là, effectivement, vous serez totalement associé à nos... Mais à quel niveau vous pensez que j'ai des paroles hostiles envers vous? Il y a des écrits, effectivement, les réseaux sociaux, qu'on appelle sociaux, qui sont plus très sociaux, ont des dérives qui ne sont pas très, très efficaces en la matière. Non, mais je suis bien d'accord. Les réseaux sociaux fonctionnent dans les deux sens. Ils fonctionnent. Et donc, si j'ai eu des paroles hostiles envers vous, je ne sais pas quelle... Vous n'aurez jamais eu une parole hostile envers qui que ce soit. Donc, je vous remercie. Oui. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? 3. Qui vote contre? Oui. Vous, attendez. Vous abstenez, vous abstenez pas? Vous abstenez. Donc, M. Graveau a demandé de s'abstenir. Donc, 5 abstentions. Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. On passe à l'ordre du jour suivant. Instauration d'un nouveau cycle de travail au service manifestation, animation, marché. Rapporteuse Jennifer Hydrobrune. Pour des raisons d'organisation et de fonctionnement et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il a été décidé de créer un jour de marché supplémentaire le dimanche matin. Chaque projet d'ouverture dominicale est le reflet du rythme de vie locale, mais aussi des pratiques de la collectivité en matière d'organisation du travail de ses agents.
sachant que le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Ce service sera composé d'une équipe à temps complet, encadrée par un responsable de service. Il convient à présent que l'Assemblée se prononce sur les conditions d'organisation du service, notamment en termes d'horaire. En effet, au terme des dispositions de l'article 4 du décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 27 août 2000. Vu l'avis du comité technique en date du 21 septembre 2000, l'agent du service manifestation, animation, marché sera donc soumis à un cycle de travail hebdomadaire, semaine de 35 heures sur 5 jours. Les durées quotidiennes de travail seront 4 jours à 7h30 et 1 jour à 5 heures. Les jours seront du dimanche au jeudi inclus. Afin d'assurer une organisation optimale du service, au regard des contraintes liées à l'ouverture du marché municipal, le temps de travail de l'agent sera organisé selon le cycle hebdomadaire suivant. Plage horaire de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, les lundis, mercredis et jeudis. 7h à 12h et de 13h30 à 16h le mardi et de 7h à 12h le dimanche. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le cycle hebdomadaire de travail pour l'agent du service manifestation, animation, marché en charge du marché tel que défini ci-dessus. Oui, mes chers collègues, donc après avoir voté l'ouverture de marché le dimanche, il faut effectivement régler le problème des régisseurs du marché. Donc, je vous propose effectivement ces plages horaires qui ont été précisées par Jeannie Bayreux-Brune, soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, les mardis de 7h à 12h et de 13h30 à 16h, et les dimanches donc de 7h à 12h, sachant qu'on a une nécessité réglementaire d'avoir 2 jours de repos consécutifs qui seront donc le vendredi et le samedi. Y a-t-il des observations? Donc je vais mettre au vote qui s'abstient. 5 abstentions. Qui votent contre? Je vous remercie mes chers collègues. Mise en place du temps partiel fixant les modalités d'application, agents titulaires, stagiaires ou contractuels. Donc Laetitia Mérite m'ayant donné procuration, je vais vous lire la délibération. Il est rappelé à l'Assemblée que le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités d'aménagement du temps de travail pour les agents publics. Vu la loi numéro 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 60 à 64. Vu les décrets numéro 2004-777 du 29 juillet 2004, modifiés relatifs à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2020-467 du 22 avril 2020, relatif aux conditions d'aménagement du temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant, considérant l'avis du comité technique en date du 21 septembre 2020, le temps partiel sur autorisation s'adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels employés à temps complet et de manière continue depuis plus d'1 an. L'autorisation qui ne peut être inférieure à un mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Le temps partiel de droit, pour raison familiale, s'adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents contractuels à temps complet ou non complet.
Il est accordé sur demande des intéressés dès lors que les conditions d'octroi sont remplies. Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants. À l'occasion de chaque naissance jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration du délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Pour donner des soins à son conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour les autres fonctionnaires relevant des catégories visées au 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article 5212-13 du Code du travail. Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption ou de paternité. Conformément à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant après avis du comité technique. Il est proposé au conseil municipal d'instituer le temps partiel au sein de la collectivité et d'en fixer les modalités d'application de la façon suivante. Le temps partiel peut être organisé dans le cadre annuel. Les quotités de temps partiel sont fixées à 50, 60, 70, 80 et 90% de la durée hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à temps plein. L'autorisation de temps à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités du fonctionnement des services, notamment de l'obligation d'en assurer la continuité compte tenu du nombre d'agents travaillant à temps partiel. Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raison familiale devront présenter les justificatifs afférents au motif de leur demande. La durée des autorisations est fixée à 6 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique dans la limite de 3 ans. Dans tous les cas, les demandes initiales et de renouvellement devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. Les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel au cours de périodes pourront intervenir à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée, à la demande de l'autorité territoriale si les nécessités de service et notamment une obligation impérieuse de continuité le justifient. La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou changement dans la situation familiale. À l'issue d'une période de travail à temps partiel, les agents sont réintégrés de plein droit dans leur emploi à temps plein ou à défaut dans un emploi conforme à leur statut. Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d'exercice à temps partiel ne sera accordée qu'après un délai d'1 an, sauf en cas de temps partiel de droit. Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l'exercice de fonctions à temps partiel, formation d'adaptation à l'emploi, formation continue, préparation au concours, l'autorisation de travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. Les fonctionnaires stagiaires, dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont les stages comportent un enseignement professionnel, administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques, ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet. De décider que les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 1er octobre 2020 et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public employés depuis plus d'1 an à temps complet. D'accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération et d'apprécier les modalités d'organisation du temps partiel demandé en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire. En aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier librement la répartition de leur temps de travail sans l'accord préalable de l'autorité territoriale.
Donc voici une délibération un peu longue qui a été donc présentée lors du comité technique, comme indiqué, en date du 21 septembre 2020, donc de la semaine dernière. Y a-t-il des observations? Donc nous allons le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc vote à l'unanimité, je vous en remercie. Pour nos agents. Numéro 10, mise en place d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RICEP, de certains cadres d'emploi, modification, rapporteur Claudine Raymond. Prends le micro, s'il te plaît. Comme vous le savez, l'arrêté ministériel du 27 août 2015 modifié, pris pour l'application de l'article 5 du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014, a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Ce nouveau régime indemnitaire doit progressivement être généralisé à l'ensemble des corps ou cadres d'emploi de la fonction publique de l'État et transposé à la fonction publique territoriale. Ce régime indemnitaire est composé de deux parties, une partie liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise et une partie liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Il se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu, indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, ainsi que les astreintes et les déplacements réguliers du cycle de travail tels que définis par le décret numéro 2815 du 25 août 2000. Par délibération en date du 23 juin 2016, l'Assemblée délibérante a décidé la mise en place de ce régime indemnitaire pour les cadres d'emploi éligibles au jour de la réunion du Conseil municipal et pour lesquels les arrêtés ministériels étaient parus. Par ailleurs, le décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale élargit les cadres d'emploi ayant un corps équivalent à l'annexe 1 qui ne bénéficient pas encore du RIFSEP. Au vu des arrêtés en date du 26 décembre 2017, pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur des dispositions du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 23 décembre 2019, pris pour l'application au corps des conseillers techniques de l'action sociale des administrations de l'État des dispositions du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Le 17 décembre 2018, pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 7 novembre 2017, pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'Intérieur, des dispositions du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Le 18 décembre 2015, pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-mer, les dispositions du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Le RIFSEP est donc transposable à ces cadres d'emploi susvisés. Compte tenu de ces nouvelles dispositions et de l'avis du comité technique en date du 21 septembre 2020 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEP aux agents de notre collectivité, je vous propose de compléter les groupes de fonctions et les montants de l'IFSE maximum y afférents selon les modalités contenues dans la délibération du 23 juin 2016 et celles définies ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction publique de l'État. D'instituer le complément indemnitaire annuel, CIA, selon les modalités contenues dans la délibération du 23 juin 2016
et celles définies ci-après dans la limite des textes applicables à la fonction publique de l'État. Alors, indemnité IFSE. Les cas d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Donc les emplois sont les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage, de conception. Le groupe 2, technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Je n'ai pas donné le montant. Tu peux passer. Je passe. Tout le monde, vous l'avez lu, hein, on va essayer de... Le montant attribué à chaque agent fera l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction ou d'emploi, au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent. En cas de changement de grade ou de cas d'emploi à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours. Le versement de l'IFSE s'effectuera mensuellement pour les agents titulaires et stagiaires sur la base d'un 12e du montant annuel individuel attribué, mensuellement pour les agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet sur la base d'un 12e du montant annuel individuel attribué. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail. Les montants maximums plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l'État. En cas de congé de maladie ordinaire, l'IFSE suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption, de congés imputables au service, maladie professionnelle et de congés pour accident de service, cette indemnité sera maintenue intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE suivra le sort du traitement. Je passe au complément interne. Le versement du CIA s'effectuera annuellement pour les agents titulaires et stagiaires, annuellement pour les agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet. Le CIA ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Son montant sera proratisé en fonction du temps de travail de chaque agent. Les montants maximaux plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l'État. En cas de congé de maladie ordinaire, le CIA suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption, de congés imputables au service maladie professionnelle et de congés pour accident de service, cette indemnité sera maintenue intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du CIA suivra le sort du traitement. L'attribution individuelle de l'IFSE et du CIA sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel. L'autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux fonctions exercées. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de chaque année. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2020. Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir décider d'instaurer une prime de fonction, de suggestion, d'expertise et d'engagement professionnel pour les cas d'emploi des éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, des ingénieurs, des techniciens qui sera versé selon les modalités définies ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant à percevoir par chaque agent au titre de l'une ou des 2 parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. De prévoir et d'inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. Que les dispositions des conditions de maintien du RIFSEP votées dans notre délibération du 23 juin 2016 soient modifiées comme suit, afin d'uniformiser les conditions de maintien à l'ensemble des agents. L'IFSE et le CIA seront maintenus en cas de congé annuel, de congé pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption, de congé imputable au service maladie professionnelle ou de congé pour accident de service. Ils suivront le sort du traitement en cas de congé maladie ordinaire, de longue maladie, longue durée ou grave maladie. Je remercie Claudine pour cette longue lecture. Et effectivement, vous avez compris, mes chers collègues, que le régime indemnitaire des fonctionnaires de la fonction publique territoriale est très encadré, pour ne pas dire
peut-être surencadré, mais il est très très encadré, que nous sommes obligés de nous caler sur la fonction publique d'État et qu'effectivement, au sein de la collectivité, on avait déjà des agents qui étaient rentrés dans le RIFSEP. Et aujourd'hui, comme des agents d'État sont à nouveau rentrés dans le RIFSEP, on va suivre à chaque fois. On ne peut pas anticiper, donc on suit à chaque fois. Et donc, effectivement, je vous invite, mes chers collègues, à faire rentrer de nouveaux corps de métier dans ce régime indemnitaire donné aux agents de la fonction publique territoriale. Y a-t-il des observations? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, je vous remercie, mes chers collègues, pour nos agents. Quand ils votent contre, non, on va le refaire. On le refait. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien, merci. Donc, le numéro 11, mise en place de la prime exceptionnelle Covid-19. Donc, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée, vu la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 en son article 11, vu le décret numéro 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle dont le montant plafond est fixé à 1 000 € à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant que le décret visé permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle au personnel ayant été soumis à des suggestions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et de contributions sociales ainsi que d'impôts sur le revenu. Considérant que les services de notre collectivité ont connu un surcroît de travail significatif durant cette période, et que ce soit en présentiel ou en télétravail ou assimilé. Considérant d'autre part qu'il paraît opportun de mettre en place cette prime exceptionnelle et d'en définir les modalités d'application. Il est donc proposé à l'Assemblée d'instaurer une prime exceptionnelle Covid-19 dans la commune afin de valoriser un surcroît de travail significatif durant cette période au profit des agents mentionnés ci-dessous, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Cette prime sera attribuée aux agents ayant été sujets à un surcroît d'activité en présentiel et ou en télétravail entre le 24 mars et le 30 avril 2020. Cette prime est instaurée pour les agents qui ont procédé régulièrement à d'importants travaux de nettoyage et de désinfection des locaux, assurer la continuité et l'adaptation du service public local, souvent en télétravail et ou en présentiel, assurer la continuité de l'accueil des enfants des personnes prioritaires, participer directement à la prévention, à l'information des habitants et au contrôle et au regard des suggestions suivantes. Pour le télétravail, 200 €. La période ponctuelle ou présence matin ou présence après-midi ou présence partielle sur la période, 250 €. Présentiel plus télétravail, 400 €. Présentiel très exposé, la police municipale, le service d'accueil collectif des mineurs et service état civil, 500 €. Effectivement, mes chers collègues, il faut, et on l'a déjà fait, je l'ai fait en votre nom à tous et je le refais aujourd'hui, il faut remercier les agents qui ont assuré pendant cette période très difficile, et j'espère que nous ne la reconnaîtrons pas, mais nous sommes à l'abri de rien, le service public. Nous avons effectivement souhaité que nous puissions tous leur apporter une prime exceptionnelle, étant donné qu'il faut savoir que les agents ont été payés, ont été primés, et en plus de ça, on va, pour ceux qui ont travaillé un surcroît de travail,
par rapport aux autres, hein. Donc il faut les récompenser, ce qui est tout à fait normal. Donc je vous propose pour le télétravail 200 €, pour la période ponctuelle 250 €, le présentiel 400 € et le personnel qui a été très exposé 500 €. Et je pense donc à la police municipale, mais aussi à ceux qui ont travaillé dans les écoles auprès des enfants, de personnel prioritaire, donc de soignants. Je vous remercie pour eux. Effectivement, c'était quelque chose d'important. Pour préciser, pour donner une petite indication, les primes que vous voyez là, ce sont les primes hautes de ce qu'ont donné les collectivités aux alentours, dans toutes les collectivités qui nous entourent, au moins après en avoir parlé avec mes collègues maires. Oui. Vous avez une idée du coût total, du montant de la prime totale? On l'a estimé à... Oui, et le coût? Ouais, un peu moins de 20 000 €. Oui, 16 800 €. C'est mon écriture, je ne fais pas bien, mais 16 800 €. Nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie pour nos collègues. Nous allons passer à la question suivante, donc des modalités de prise en charge des frais de mission. Rapporteur Jacques Bayeux. Merci, monsieur le maire. Alors, selon la réglementation en vigueur, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions générales et particulières de mise en œuvre pour ses propres agents et pour toute autre personne collaborant aux missions de service public de la commune. Le remboursement des frais occasionnés par des déplacements d'agents ou d'élus en mission ou en stage s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des plafonds fixés par arrêté ministériel. Une prise en charge s'impose à la collectivité via le versement d'une indemnité de mission dès lors que les agents ou les élus sont en mission, c'est-à-dire dès lors qu'ils sont munis d'un ordre de mission et se déplacent pour l'exécution du service hors de leur résidence principale ou familiale. Ces modalités de prise en charge des frais de mission ne peuvent toutefois pas être plus favorables que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant les fonctions équivalentes. Elles sont obligatoirement fondées sur des textes applicables à la fonction publique de l'État, soit sur des textes propres à la fonction publique territoriale. Je vais vous faire grâce des 10 textes de loi et décrets qui ont été pris entre 1983 et 2020. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les modalités de prise en charge des frais de mission, il est proposé de définir les conditions de ces prises en charge. Le décret du 19 juillet 2001 distingue les agents territoriaux et les autres personnes exerçant des missions de service public pour la collectivité territoriale. Les bénéficiaires de la prise en charge sont les personnels territoriaux, des fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d'activité dans la collectivité, des agents non titulaires de droit public recrutés sur la base des articles suivants de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, des agents contractuels visés aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 de cette loi, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article 5213-13 du Code du travail, recrutés directement sans concours, article 38, des collaborateurs du cabinet du maire, article 110, des agents non titulaires de droit privé, contrats aidés, apprentis. De plus, la présente délibération vise des personnes autres que celles qui reçoivent de la collectivité une rémunération au titre de leur activité principale et qui sont appelées à effectuer les déplacements pour le compte de celle-ci. Donc sont concernés à ce titre des élus municipaux, des collaborateurs occasionnels de service public, les agents ou personnes apportant leur concours à la collectivité dans le cadre de commissions, conseils, comités, etc. Le bénéficiaire qui se déplace pour l'exécution de son service hors de sa résidence administrative et familiale doit être muni d'un ordre de mission préalablement signé par le maire ou toute personne ayant reçu délégation. Cet ordre de mission est une formalité préalable et obligatoire. Il a une durée limitée à 12 mois. Selon l'article 2 du décret du 3 juillet 2006, la résidence administrative est définie par le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. La résidence familiale est le territoire de la commune où se situe le domicile de l'agent. Conformément à l'article 10 de ce même décret, le bénéficiaire doit souscrire une police d'assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Aussi, annuellement, le bénéficiaire devra-t-il fournir à la collectivité une attestation signée par son organisme d'assurance.
Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un véhicule de service au personnel, le bénéficiaire devra attester sur l'honneur sur l'ordre de mission, d'une part qu'il dispose bien d'un permis de conduire valide et d'autre part qu'il est bien assuré pour son véhicule personnel dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d'1 heure est pris en compte dans la durée de la mission, avant l'heure de départ et aussi après l'heure de retour inscrite sur l'ordre de mission. Ce délai est porté à 2 heures en cas d'utilisation de l'avion. Le délai forfaitaire peut être dépassé en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Les dispositions relatives au versement des indemnités de mission recouvrent les frais liés au transport, à l'hébergement et au repas. Dans le cadre d'une démarche de développement durable et de maîtrise des coûts, l'usage préconisé en priorité par la collectivité est le recours, bien sûr, au transport collectif qui constitue la règle. Sur le territoire communal, le véhicule municipal est à privilégier. Le mode de déplacement par un véhicule municipal sera préféré à l'utilisation d'un véhicule personnel hors du territoire communal. Dans tous les cas, le covoiturage sera privilégié si plusieurs agents de la collectivité se rendent au même endroit les mêmes jours. Le recours à d'autres moyens de transport est apprécié au cas par cas, dans l'intérêt du service et dans les conditions ci-dessous énumérées. Le remboursement des frais de transport s'effectue donc en priorité sur la base d'un trajet en train de 2e classe. C'est seulement si le recours au véhicule personnel le justifie que l'agence sera remboursée sur la base de frais kilométriques. Les déplacements doivent se faire par la voie la plus directe et la plus économique. Le remboursement des trajets par voie ferroviaire est effectué sur la base d'un trajet en 2e classe. Le remboursement d'un trajet de 1re classe peut être autorisé sur justification écrite et sous la responsabilité du maire ou de la personne ayant reçu de délégation lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier. Le recours à la voie aérienne peut être autorisé pour les déplacements situés en dehors des grands axes ferroviaires et supérieurs à 500 km et pour lesquels la durée de déplacement s'en trouverait globalement augmentée de plus d'une journée en raison du mode de transport utilisé. Pour des trajets inférieurs à 500 km, et lorsque les circonstances exceptionnelles de voyage le justifient, urgence essentiellement, le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur justification écrite et sous la responsabilité du maire ou de la personne ayant reçu délégation. Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture de repas. Aucun remboursement n'est accordé aux bénéficiaires en déplacement temporaire au titre des bagages et personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Le bénéficiaire qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, après accord préalable du maire ou de la personne ayant reçu délégation, et sur justificatif, le remboursement du coût des bagages transportés par la voie aérienne en excédant de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Le remboursement des frais de transport en autocar, navette, métro, covoiturage privé ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. L'usage du véhicule de service peut être autorisé par l'autorité territoriale pour tout déplacement dans le cadre d'une mission en dehors du territoire lorsque cela est justifié. Cette disposition ne s'applique pas pour les formations et pour les concours ou examens professionnels. En cas d'indisponibilité d'un véhicule de service et lorsque le recours au transport en commun s'avère impossible ou très difficile, l'autorité territoriale peut autoriser le bénéficiaire à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie. Le bénéficiaire autorisé à utiliser son véhicule à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par arrêté ministériel en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue. À titre exceptionnel, le bénéficiaire peut utiliser un taxi, un véhicule de location, quand l'intérêt du service le justifie. Le remboursement de ces frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés. Le bénéficiaire, autorisé à utiliser un véhicule municipal ou son véhicule personnel pour les besoins du service, peut être remboursé de ses frais de parc de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur et sur la base des frais réellement exposés. Point. Dans le cadre de la mission, les frais de stationnement sont pris en charge dans la limite de 72 heures. Se trouvant en mission, le bénéficiaire peut prétendre à un remboursement de ses frais d'hébergement. Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire
sur une base forfaitaire comme suit, enfin correspondant la nuitée et le petit déjeuner comme suit, donc sur présentation des justificatifs. Pour la France métropolitaine, taux de base 70 €. Pour les grandes villes de 200 000 habitants et les communes de la métropole du Grand Paris, taux de 90 €. Et pour la commune de Paris, 110 €. Il est précisé que le taux forfaitaire de remboursement des frais d'hébergement est porté dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. Les hébergements se font de préférence à l'hôtel, en chambre simple, avec petit déjeuner. L'hébergement peut également s'effectuer en chambre d'hôte ou en gîte. Dans le cadre de la mission, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement, le bénéficiaire perçoit une indemnisation pour ses frais de restauration sur la base d'un forfait de 17,50 € par repas. Des avances sur le paiement des indemnités de mission et les remboursements de frais peuvent être accordés aux bénéficiaires qui en font la demande, dans les conditions suivantes. Elles ne peuvent excéder 75% des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Elles ne peuvent être versées au plus tôt un mois avant la date effective du déplacement. Et la dépense à engager doit avoir un caractère significatif. Le montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement, à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. En cas d'annulation de la mission du seul fait du bénéficiaire, l'avance doit être intégralement remboursée. Il est proposé donc à l'Assemblée délibérante d'adopter les dispositions ci-dessus énumérées relatives aux modalités de prise en charge des frais de mission, que les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées soient inscrits chaque année au budget de la commune. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à sa date exécutoire. On est terminé. Oui, mes chers collègues, merci Jacques de cette longue lecture. Effectivement, comme l'ensemble des collectivités, comme nous l'avons fait dernièrement au CIBA, les collectivités votent ces indemnités de déplacement, ces frais de mission à l'ensemble, essentiellement pour l'ensemble de leurs collaborateurs, et donc nous le faisons aujourd'hui pour les collaborateurs de la commune d'Arès. Y a-t-il des interventions? Moi, j'aurais voulu avoir quelques éclairages. Par exemple, c'est quoi les collaborateurs occasionnels de service public? C'est effectivement, ce sont les stagiaires, voilà, tous les stagiaires que l'on peut, ou les prestataires de services que l'on peut avoir. Et ensuite, donc, les agents ou personnes apportant leur concours à la collectivité? Ça peut également être des agents d'autres collectivités qui viennent apporter le concours à notre collectivité pour cas de catastrophe, etc. Donc, moi, en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est donc pour les personnels territoriaux, il n'y a pas de souci, c'est normal, je trouve. Moi, ça concerne surtout pour les élus. Moi, je trouve que on a tous fait le choix de s'investir pour la commune. Moi, il me semble que ce choix, il est délibéré, il est volontaire. Et pour moi, il me semble qu'un élu est déjà rémunéré, mais n'a pas à toucher en plus d'aide pour quoi que ce soit. Ça me gêne profondément. Tout à fait. Alors, un élu n'est pas rémunéré, un élu est indemnisé. Indemnisé, oui. Ils ne sont pas indemnisés, donc c'est quand même complètement différent entre la rémunération et l'indemnisation. Effectivement, quand on reprend, je prends mon cas, quand on prend par rapport à une entreprise privée et ce que je touche aujourd'hui, on a un DECTA. Complètement. Donc, ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. Et tous les élus ne sont pas indemnisés. Tous les élus qui vont à la Coban, qui vont au CIBA ne sont pas forcément indemnisés. Et effectivement, à ce moment-là, nous avons la possibilité, ce qui ne veut pas dire qu'on le fera. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais on a voilà, c'est un cadre et on rentre dans le cadre. Je comprends bien, mais la question, enfin, pas la question, mais l'interrogation, c'est concernant les élus. Tout à fait. Voilà, vous avez répondu, mais c'est vrai que vous n'avez pas de rémunération. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. On a le même cadre dans l'ensemble des collectivités. On l'a fait au CIBA. Le président Foulon nous l'a présenté au CIBA. On le fait à la Coban, on le fait dans l'ensemble des collectivités. Okay. D'autres interrogations? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui vote contre? Je vous remercie. Création de postes. Donc, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et territoriale, précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Sur son fondement, et afin de permettre de prendre en considération la création des emplois nécessaires à la gestion des carrières des agents de notre collectivité, et nous permettre également de renforcer et développer l'action de nos services, il est donc proposé à l'Assemblée la création de postes à temps complet à compter du 1er novembre 2020. Les postes à créer sont les suivants. Cadre d'emploi des attachés territoriaux. A. Un attaché hors classe, un attaché territorial. Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. B. Deux rédacteurs territoriaux. Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. C. Un adjoint administratif principal de première classe. Cadre d'emploi des agents de maîtrise. C. Un emploi de maîtrise principal. Cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux. C. Un adjoint d'animation principal de deuxième classe. Je vous remercie de vous prononcer sur la création de ces postes envisagés à compter du 1er novembre 2020, sachant que les crédits nécessaires au financement de ces postes sont prévus au budget unique 2020 de la commune. Petite précision simplement, donc là ce sont des avancements de nos personnels, simplement pour leur permettre de progresser dans leur carrière. Y a-t-il des interventions ? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote pour? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Contre? Alors là, je vais vous la faire à chaque fois ce soir. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Médiathèque des herbages, rapporteur Joseph Adamo Pasqualini. Ça marche, oui. Alors, le but d'une bibliothèque est à la fois de donner envie de consulter des documents, mais également de fournir des informations exactes et actualisées. Pour ce faire, il est nécessaire de temps en temps de désengorger les étagères pour les rendre plus pertinentes et attrayantes. Le désherbage est l'ensemble des opérations qui visent à sélectionner des ouvrages devenus inutilisables pour les usagers de la bibliothèque, tels que des livres détériorés, trop anciens, des informations périmées, des supports dépassés ou un nombre d'exemplaires trop important, pour les vendre à un prix modique, les donner ou les détruire. Conformément au CGCT et notamment aux articles qui régissent les modalités de désaffection et d'aliénation des biens du patrimoine communal, une délibération est nécessaire pour autoriser le désherbage dans une bibliothèque municipale. Il est proposé au conseil municipal, dans le cadre des activités liées à la médiathèque d'Arès, de désigner la responsable de la médiathèque pour procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections, de proposer à la vente des ouvrages qui auront été sélectionnés, de fixer le prix de l'ouvrage issu du désherbage au tarif d'1 €, de désigner la responsable de la médiathèque pour effectuer les formalités administratives d'élimination des ouvrages, procès-verbal, annulation des documents sur les registres d'inventaire, de décider que le régisseur de recettes de la médiathèque sera chargé de l'encaissement des ventes des ouvrages issus du désherbage. Oui, mes chers collègues, donc effectivement, une vie d'une médiathèque, les ouvrages ont une vie aussi, un cycle de vie, et donc on vous propose effectivement de pouvoir inscrire ce désherbage qui n'était pas jusque-là le cas, et donc on était obligé donc de les jeter à la limite et de pouvoir en faire bénéficier à un prix modique de 1 € l'ensemble des ouvrages qui seront issus de ce désherbage. Y a-t-il des interventions? Alors attention, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Qui vote pour? Qui vote contre? Et donc je vous remercie, j'ai marqué un gros pour et c'était contre. Donc je vous remercie de voter à l'unanimité. Espace Brémontier, règlement intérieur, Jean-Marc Casanova. Oui, merci monsieur le maire. Donc l'espace Brémontier est un bâtiment municipal appelé à accueillir une programmation culturelle variée et un public nombreux. Le projet de règlement intérieur, si annexé, établit les règles de conduite au sein du bâtiment à l'occasion de l'utilisation de la salle, accès, billetterie, sécurité et réglementation, conduite à tenir en cas d'incendie, d'évacuation. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption du projet de règlement intérieur de l'espace Brémontier. Donc vous avez pu en prendre connaissance. Oui, mes chers collègues, donc effectivement, la salle Brémontier, l'espace Brémontier étant utilisé, il était nécessaire aujourd'hui de mettre en place un règlement intérieur qui peut aussi être amélioré au fil du temps en fonction des difficultés que nous pouvons rencontrer. Aujourd'hui, c'est quelque chose, mais qui n'est pas figé dans le temps, qui peut aussi être appelé à être modifié et en fonction des suggestions que vous pourrez nous faire.
mais nous allons le mettre en place et nous le ferons vivre comme doit vivre un règlement. Y a-t-il des interventions? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Votez à l'unanimité, je remercie. Le sujet 16, espace Brémontier, tarif des spectacles pour la saison 2020-2021. Rapporteur Jocelyne Dumartin. Dans le cadre de la programmation culturelle de l'espace Brémontier, la municipalité organise des spectacles gratuits ou payants. Ainsi, il convient de fixer le tarif des places pour les spectacles de la saison 2020-2021. Il est rappelé que les billets sont en vente en ligne sur www.espace-brémontier.fr, sauf pour le théâtre des Salinières, en mairie ou le jour de l'événement directement à l'espace Brémontier, 1 heure avant le début du spectacle. Pour l'ensemble des animations payantes, il est proposé au conseil municipal de retenir les tarifs suivants. Tarif normal 17 €, tarif réduit 12 € pour les demandeurs d'emploi, les scolaires, les étudiants de moins de 25 ans, les personnes en situation de handicap. Pour le jeune public de moins de 12 ans, gratuit. Invités institutionnels, presse, compagnie, gratuit. Merci Jacqueline de cette présentation. Donc effectivement, vous avez vu que nous avons 3 tarifs, on va dire, qui partent de 17, 12 et gratuit. Donc là aussi, pour reprendre, pour avoir une salle de qualité, qui est cette salle, qui est une salle de spectacle, et pour avoir comparé sur les villes voisines, et avec parce qu'il faut comparer aussi en fonction de la qualité du service offert. Nous sommes là aussi dans une moyenne basse qui part de 17, 12 jusqu'à gratuit. Y a-t-il des observations? Oui, je veux faire une observation. La première chose, il n'y a pas de tarif famille. Bon, ça, c'est juste une petite observation. Ensuite, je voulais voir, ce tarif a été augmenté par rapport à 2019. Donc, vous le justifiez par le fait d'avoir des spectacles de qualité supérieure, on va dire. Moi, je trouve quand même surprenant que vous nous proposiez aujourd'hui de voter le tarif, alors que vous l'avez déjà annoncé sur TVBA, Sud-Ouest et tout ça, et tous les journaux. Et je trouve que c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, on ait à voter un tarif que vous avez déjà donné à tout le monde et que vous pratiquez déjà, vous pratiquez au moins pour les spectacles qui arrivent. Je trouve ça surprenant. Non, effectivement, nous avons annoncé le tarif qu'il fallait effectivement aujourd'hui régler institutionnellement et régler réglementairement le tarif qui pouvait être annoncé, mais qui est valable effectivement à partir de demain, de ce soir. Il fallait bien annoncer parce qu'il fallait bien commencer à vivre, ou autrement on faisait ad vitam aeternam nos tarifs gratuits, et ce qui n'était pas la finalité de la collectivité, parce que financièrement, tout simplement, on n'allait pas y arriver. Et concernant le tarif du théâtre des Salinières, c'est eux en fait qui vous imposent un tarif. Comme ils nous imposent un tarif supérieur, nous ne le prenons pas à notre charge, c'est eux qui le font directement, qui prennent le risque, effectivement. Nous ne voulons pas, aujourd'hui, nous avons fixé un tarif qui peut certes être supérieur à ce qui s'est passé, mais qui est pour beaucoup de compagnies supérieur, et nous ne voulons pas le prendre à notre charge, donc c'est eux qui le prennent à leur charge. Et compte tenu aujourd'hui du contexte sanitaire qui est extrêmement compliqué, les annonces qu'on a tous les jours de salles qui ferment, et quelles sont aujourd'hui les dispositions, enfin, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi votre perspective jusqu'à la fin de l'année? Tout à fait. Aujourd'hui, le monde du spectacle vivant a besoin de vivre. Et effectivement, ils ont une envie et un besoin vital, je dirais, de recommencer, de remonter sur scène, de se produire tout simplement et d'avoir des ressources. Donc nous, tant que nous avons samedi dernier reçu Jacques Terrasso, dans les respects des réglementations, un siège sur 2 ou par groupe, un siège sur 2 de libre. Aujourd'hui, effectivement, notre jauge est complètement inférieure de ce qu'elle pourrait être, mais nous avons la nécessité, et ils ont la nécessité de vivre, et nous avons nous aussi la nécessité de faire vivre la culture et de leur permettre de vivre. Donc nous allons continuer les spectacles tant que nous aurons les autorisations, puisqu'à chaque spectacle, nous faisons une déclaration en préfecture, en sous-préfecture, en fonction du plan qui est présenté, et où ils nous le retoquent, où ils nous l'accordent. Jusqu'à maintenant, ils nous l'ont accordé, et nous continuerons effectivement à leur présenter, et chaque fois qu'ils nous l'accorderont, nous organiserons le spectacle. Et lorsque le spectacle
malheureusement sera annulé. Vous avez des assurances, vous, derrière, de remboursement on a abordé dans nos contrats où, effectivement, dans le contrat, il y a une prime dite Covid, une mention Covid-19. Et effectivement, pour des questions sanitaires, nous pouvons annuler le spectacle en s'engageant, dans un premier temps, à le reporter. Et si on ne peut pas le reporter, à l'annuler à la charge de, pas notre charge, mais voilà, à la charge du producteur. Y a-t-il d'autres observations? Donc nous allons le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? 5 votes contre, je vous remercie. Donc nous allons passer maintenant au numéro 17, subvention exceptionnelle au Rotary Club du Nord-Bassin. Par délibération en date du 19 février 2020, le Conseil municipal a approuvé la liste des subventions à allouer aux associations pour l'année 2020. Depuis cette date, j'ai été saisi d'une nouvelle demande du Rotary Club du Nord-Bassin d'Arcachon d'un montant de 427,07 €, représentant notre participation pour l'année 2019 aux actions menées en faveur de l'enfance défavorisée et en particulier en faveur des restos du cœur et de l'enfance malnutrie. Je vous remercie de bien vouloir autoriser le versement de cette subvention exceptionnelle de montant de 427,07 € au Rotary Club du Nord-Bassin. Alors, simplement, on peut être étonné de ce chiffre un peu particulier de 427,07 €, mais il était coutume dans la collectivité de payer des frais de bouche, comme ils appelaient, pour ne pas donner de subvention au Rotary Club en fonction des dépenses qu'ils avaient effectuées. Et il est quand même plus cadré aujourd'hui, plutôt que de payer des frais de bouche qui étaient des frais de bouche d'équité, de le donner sous forme de subvention. Donc, mes chers collègues, je vous invite à accorder cette subvention de 427,07 € au Rotary Club du Nord-Bassin. Y a-t-il des interventions? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. L'ordre du jour étant fini, nous allons passer aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Oui, monsieur le maire. Oui. Lors du dernier conseil, nous avions demandé s'il était possible d'avoir ce conseil municipal en version avec du public, dans un cadre limité, bien sûr. Vous nous avez dit que vous alliez voir, vous alliez regarder, donc je voulais savoir... Alors, effectivement, aujourd'hui, vous l'avez dit, pour les spectacles et autres, nous avons des cadres bien précis. Le fait d'inclure aujourd'hui du public, ça nous obligerait de limiter, effectivement, et de choisir le public que nous allons prendre, puisque c'est un public limité. Et donc, nous avons opté, d'un point de vue commun, de la diffusion en direct, qui permet effectivement de ne pas avoir à faire un choix, mais de couvrir un public beaucoup plus large. Dès que le public sera autorisé à venir, dès que les conditions sanitaires, effectivement, nous accueillerons le public avec grand plaisir, mais nous continuerons toujours à une diffusion qui permet d'avoir la diffusion la plus large possible et pas une sélection en fonction des personnes qui peuvent se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, ou des personnes que l'on accepterait et celles qu'on refuserait, ça serait encore plus grave pour elles. Vous aviez aussi évoqué le fait que des élus de la Coban pouvaient venir nous présenter leur travail. Tout à fait. Donc voilà, alors la Coban s'est mise en marche très récemment. Les commissions se sont mises en marche très récemment puisque j'ai ouvert ma commission hier, pas plus tard hier. Donc nous allons commencer à travailler, on va laisser les services, mais dès que c'est possible, la Coban viendra comme l'ensemble des intercommunalités. J'inviterai l'ensemble des intercommunalités à faire bénéficier de leur expérience l'ensemble des élus et le conseil municipal. Ok. Je vous avais demandé s'il était possible aussi que nous ayons un local pour que nous puissions nous réunir. Donc effectivement, on va examiner la possibilité de mettre à votre disposition une salle de temps en temps. Donc nous le ferons, on le mettra dans le règlement intérieur que nous allons préparer et que nous allons soumettre au vote lors d'un prochain conseil municipal. D'accord. Aujourd'hui, donc, il y a un arrêté concernant les forêts et le risque d'incendie. Est-ce que cet arrêté... L'arrêté est levé depuis dimanche dernier. Élevé, dimanche d'accord. soir, tout à fait. Donc on avait, je me permets, puisque vous m'ouvrez la brèche, de parler un peu de la forêt, puisque la forêt a connu, donc il y a une semaine, samedi précédent, des incendies. Nous avons eu 3 incendies en quelques heures d'intervalle, un à 10h30, l'autre à 11h30 et le dernier à 2h30 du matin.
donc sur 3 endroits différents. Donc on peut effectivement penser, sans faire d'expertise judiciaire, penser que c'était pas tout à fait naturel, surtout à 2h30 du matin. Donc j'ai préféré effectivement fermer la forêt avec l'avis du colonel de gendarmerie et de la sous-préfète, fermer pendant 1 semaine pour protéger notre espace forestier de tout danger. Aujourd'hui, les conditions météorologiques, alors elles ne sont pas favorables pour nous, mais elles sont favorables pour la végétation. Donc le danger étant moindre, les forêts sont réouvertes. Et si le danger se fait ressentir, effectivement, nous reprendrons le même arrêté. Oui, ça ne va pas prendre ce sens-là. On arrive sur la période un peu hivernale, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Et juste, je voulais revenir 2 secondes sur les spectacles que vous proposez sur Brémontier. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant global à peu près de l'ensemble des spectacles que vous avez proposés Alors, il y avait une enveloppe budgétaire, on peut parler d'enveloppe budgétaire, qui était aujourd'hui de 30 000 euros et qu'on passe à peu près à 90 000 euros. Effectivement, nous avons une volonté de proposer une culture à la population, la population arlésienne. Cela a un coût, mais cela, et je le disais tout à l'heure, et parce que c'est une réalité, aussi une nécessité pour les entreprises du spectacle de vivre. Et en plus, c'est un divertissement, donc tout le monde s'y retrouve. Donc effectivement, la politique sera mise, l'accent sera mis là-dessus. Très bien. Et dernière question, ce n'est pas une question, c'est voilà, j'aimerais, enfin, notre groupe d'opposition, on aimerait prendre rendez-vous avec vous. Mais avec grand plaisir, vous appeler, il n'y a pas de souci. Comme tout le monde, aujourd'hui, j'ai 4 à 5 rendez-vous par jour. Je me doute. Vous recevrez avec plaisir. Très bien, merci. Mes chers collègues, donc plus de prise de parole, donc je vais lever la séance. Je vais simplement, donc la séance étant levée, la caméra est à couper. Je vais simplement